Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à une introduction aux autres mesures de conservation efficaces ou communément appelées AMCE. Je m'appelle Simon Lallier, je suis chargé de projet biodiversité chez Nature Québec et avant que je tombe dans le vif du sujet, j'aimerais remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour leur rapport financier dans le cadre du projet. Pour ceux qui ne connaissent pas Nature Québec, on est un organisme environnemental à but non lucratif qui a été fondé en 1981 et qui regroupe aujourd'hui plus de 165 000 membres et sympathisantes. Notre mission, c'est de défendre la biodiversité et un climat stable en s'appuyant sur la science et l'action collective. On agit notamment sur le territoire en réalisant et en accompagnant des initiatives de protection des milieux naturels, de restauration écologique, d'utilisation durable des ressources et d'adaptation au changement climatique. Pour plus d'informations, je vais avoir un lien vers notre page web à la fin de la présentation. Ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la présentation d'aujourd'hui, c'est une brève description du contexte qui a mené à l'élaboration du concept des AMCE, non seulement à l'international, mais ici même au Québec. Par la suite, je vais vous expliquer c'est quoi en détail une AMCE, quels sont les critères de reconnaissance, les approches possibles, les nuances importantes à considérer. Et je vous donne quelques exemples d'AMCE qui ont été reconnus, mais aussi des bénéfices de faire reconnaître un site à titre d'AMCE. Par la suite, je vous présente c'est quoi le processus de reconnaissance à suivre et le rôle de Nature Québec dans tout ça. Et après ça, je vais faire une petite visite guidée des formulaires d'identification et de consentement pour vous aider à faciliter le processus de reconnaissance. Donc, je pense que tout le monde est familier avec le cadre mondial de la biodiversité Coming Montréal. C'est un cadre qui a été adopté par essentiellement l'ensemble des nations en 2022 à la COP 15, ici même à Montréal. Le cadre a établi 23 cibles pour ralentir le déclin de la biodiversité, notamment la cible 3 qui vise à conserver 30% des terres, des eaux intérieures et des océans d'ici 2030. Évidemment, la cible 3, c'est pas juste l'objectif d'atteindre cet objectif numérique-là, mais c'est aussi de s'assurer que ce 30%-là représente des zones d'importance particulière pour la biodiversité, que ces zones-là soient conservées et gérées efficacement, qu'elles soient bien connectées entre elles, etc. Donc, il y a plusieurs qualitatifs importants à considérer pour atteindre cette cible-là. Mais pour comptabiliser cette cible-là, ce qui rentre là-dedans, c'est les aires protégées et plus récemment également les AMCE. La stratégie du Canada a été annoncée il y a quelques temps. Il y a à peine quelques mois, il y a un 3,8 milliards qui a été annoncé pour soutenir les efforts d'atteinte à la cible 3 notamment. Et dans cette stratégie-là, le gouvernement du Canada a indiqué qu'il visait un 8% de contribution des AMCE vers l'atteinte du 30% d'ici 2030, qui est quand même assez significatif. C'est pas pour dire qu'au Québec, nécessairement, il faut qu'on ait un 8% ou qu'on ait un chiffre particulier de visée, mais c'est juste pour illustrer l'importance anticipable des AMCE dans les prochaines années pour venir compléter le réseau des aires protégées et conservées du Canada et du Québec. Pour ce qui est de l'état du réseau d'aires protégées au Québec, en milieu continental, on est rendu à 16,97% du milieu continental qui est protégé, ce qui inclut tous les milieux terrestres et d'eau douce. Ce qui est bien, mais c'est sûr qu'il nous reste beaucoup de chemin à faire dans les 4 prochaines années pour atteindre le 30%. Donc évidemment, les AMCE vont pouvoir aider à contribuer à ce chiffre-là. Et en milieu marin, on est à 12,34%, donc un peu plus de chemin à faire là, dans les prochaines années pour atteindre le 30%. Je vous montre ici la carte qui illustre le portrait des aires protégées des AMCE qui ont été reconnues jusqu'à présent. C'est en date de mars 2026. Donc, juste question d'illustrer où est-ce qu'on en est. Évidemment, dans le site du Québec, où il y a beaucoup de terres privées, ça reste encore un peu limité. Mais c'est ça. Ça va changer, évidemment, dans les prochaines années, notamment avec les AMCE. Les aires protégées, il y a 6 catégories possibles qui vont de plus strict à plus flexible. Au Québec, on a plus de 30 désignations qui fit dans une des 6 catégories, notamment les réserves écologiques, les réserves naturelles, les milieux naturels de conservation volontaire, les APUD et les APIA qui sont présentement en développement. C'est juste pour illustrer qu'il y a un grand spectre d'aires protégées et pour dire que les AMCE, avec un astérix évidemment, peuvent fitter pas mal n'importe où dans ce spectre-là selon la gestion du site et selon les objectifs de conservation des sites d'une AMCE. Vous allez voir ce que ça veut dire un peu plus loin lors de la présentation. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé avec les AMCE? D'où est-ce que ça vient exactement?
Le concept a été introduit initialement en 2010 dans le cadre des cibles d'Aichi, qui sont essentiellement ce qui a précédé le cadre mondial sur la biodiversité, c'était les anciennes cibles de conservation. Donc, il a été introduit là, mais il restait à l'état embryonnaire jusqu'à environ 2018, ce qui a été défini officiellement par la Convention sur la diversité biologique. Et l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a ensuite publié les lignes directrices internationales du concept qui structurent vraiment les critères de reconnaissance et tout ça. Ça a été publié en 2019. En 2022, évidemment, il y a eu la COP15 avec l'adoption du cadre mondial de la biodiversité économique Montréal. Et à partir de ça, c'est là que le gouvernement du Québec a pris plusieurs engagements, notamment à travers le plan nature. Et à partir de ce moment-là, a débuté le travail pour rédiger les lignes directrices pour la reconnaissance des mesures des AMCE au Québec en milieu continental. Et c'est en février 2025 que les lignes directrices ont été officiellement publiées. Donc, depuis février 2025, on peut officiellement reconnaître des AMCE au Québec. Et ce document-là, essentiellement, c'est une adaptation du concept tel qu'il a été pensé par l'UICN et il permet d'encadrer le concept dans ses particularités au Québec selon nos lois, nos règlements, comment on fonctionne au Québec. Donc évidemment, ces lignes directrices-là présentent non seulement les critères d'analyse, mais c'est quoi aussi le processus de reconnaissance à suivre pour faire reconnaître un site à titre d'AMCE au Québec. Donc, qu'est-ce que c'est une AMCE exactement? Ici, je vous présente la définition très large de la CBD. Vous allez voir que tous les éléments dans cette définition-là se retrouvent à travers les critères de reconnaissance, donc ça va faire plus de sens un peu plus loin. Essentiellement, une AMCE, c'est une zone géographiquement délimitée, bien sûr, autre qu'une aire protégée, qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la biodiversité, et y compris des fonctions et services écosystémiques connexes, le cas échéant, et aussi des valeurs culturelles, spirituelles et socio-économiques, dépendamment du site. Donc, très large, ça ne dit pas grand-chose évidemment, mais en d'autres mots, ce que c'est un site qui produit des résultats positifs et durables pour la conservation de la biodiversité, qui est situé en dehors d'une aire protégée, sans que la conservation de la biodiversité soit nécessairement son objectif principal. Et ça, je vais y revenir un peu plus loin. Mais si on réfléchit aux critères de reconnaissance, vous allez voir que les éléments de la définition se retrouvent vraiment en bloc à travers ces critères-là. Ce que je fais ici, c'est que je présente les critères AMCE tels qu'ils ont été structurés par l'UICN. Vous allez voir plus tard, quand je vais présenter le formulaire d'identification, que la structure d'évaluation d'AMCE est légèrement différente. Ça reprend exactement les mêmes éléments, mais la structure est différente. Donc, à garder en tête, les critères de reconnaissance de l'UICN sont structurés A, B, C, D, mais par la suite, on utilise une structure différente au Québec juste pour évaluer les propositions d'AMCE. Donc, le premier critère, c'est tout simple, c'est que l'aire ne doit pas être reconnue comme une aire protégée à l'heure actuelle. La raison pour ça, c'est que les AMCE et les aires protégées contribuent à leur propre manière aux objectifs de conservation terrestre, marin et d'eau douce sur le territoire. Et ils ont des résultats comparables, ou du moins ils sont censés avoir des résultats comparables en termes de conservation de la biodiversité. Et pour cette raison-là, un site qui est déjà une aire protégée, ça ne donne pas grand-chose d'en faire une AMCE en plus. Donc, si c'est une aire protégée, ça ne peut pas être une AMCE. L'inverse peut être vrai, par contre. Un site qui est reconnu comme AMCE peut éventuellement devenir une aire protégée selon la volonté des autorités dirigeantes, par exemple la municipalité ou un propriétaire privé. Donc, si c'est la volonté et que ça répond évidemment aux critères d'une aire protégée selon une des 32 désignations évidemment qu'on a au Québec, 30 quelques désignations, c'est une possibilité. Pour le deuxième critère, la zone doit faire l'objet d'une gouvernance et d'une gestion. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la zone doit être géographiquement délimitée. Ça n'a pas besoin d'être une limite physique, évidemment, ça peut être une limite administrative, mais il faut qu'il y ait une limite dans laquelle une gestion du site s'applique. Il n'y a pas de superficie minimale non plus à une AMCE, mais il faut que le site soit de taille suffisante pour supporter les valeurs de biodiversité sur le site. Donc, c'est très contextuel, ça dépend du site, ça dépend des activités qui ont lieu sur le site, des valeurs de biodiversité présentes, etc. Il faut que le site soit réglementé aussi, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une entité de gestion qui existe et qui est capable de réglementer le site, d'imposer des restrictions, par exemple, sur les activités. Donc, cette entité-là, ça peut être soit des gouvernements, que ce soit fédéral, provincial ou municipal. Ça peut être des particuliers, des organismes de conservation,
des entreprises, etc. Ou ça peut être des communautés autochtones et ou locales. Ou ça peut être une gestion qu'on appelle partagée. Donc, ça peut être un mix de ces trois-là. Ça peut être une municipalité avec un organisme de conservation, un propriétaire privé avec une municipalité, peu importe. Donc, les combinaisons il y a des combinaisons qui sont possibles. Et finalement, le site doit être géré. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il doit y avoir des mesures de gestion qu'on appelle des moyens efficaces qui assurent un certain contrôle des activités et qui adressent les menaces potentielles ou actuelles à la biodiversité qu'il pourrait y avoir sur le site. Ce qu'on veut dire par moyen efficace, essentiellement, c'est tout moyen réglementaire, légal ou autre qui assure un contrôle des activités et qui, par ce contrôle-là, assure à générer des résultats positifs pour la conservation de la biodiversité. Deux questions qu'on peut se poser pour identifier les moyens efficaces et pour répondre à ces critères-là, c'est comment est-ce que les moyens de gestion en place permettent d'adresser les menaces à la biodiversité et de contrôler les activités. Peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est le cas. Si oui, comment est-ce qu'ils appliquent ça? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un lien clair entre les moyens de gestion et les résultats qui sont obtenus pour la biodiversité? Une autre question plus holistique qu'on peut se poser pour essayer d'identifier des AMCA potentiels, c'est si on a un site, par exemple, qui présente des valeurs importantes pour la biodiversité, on peut se poser la question à savoir pourquoi est-ce que cette biodiversité-là est encore présente à ce jour et qu'elle n'a pas plutôt été, mettons que c'est une forêt qui a été rasée, qu'il y a des condos qui ont été installés, ou qu'il y a eu de la foresterie ou de l'agriculture ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que c'est encore présent cette biodiversité-là? Est-ce qu'il y a des moyens en place qui font en sorte que cette biodiversité-là est conservée? Donc c'est ce qu'on entend par moyen efficace. Puis pour mieux illustrer l'importance de cet élément-là dans le contexte des AMCA, je vous l'illustre à l'aide du modèle du fromage suisse. Essentiellement, ce que vous voyez à l'écran, c'est à gauche les menaces existantes ou potentielles à la biodiversité. Donc les menaces, ça pourrait être les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes, développement urbain, des activités industrielles ou commerciales comme la foresterie, l'agriculture, tout ça. Et ces menaces-là envoient les flèches jaunes. Donc c'est des menaces qui essayent d'atteindre la biodiversité qui, si on veut, est située à droite. Et les tranches de fromage sont essentiellement les moyens efficaces. Les trous que vous voyez dans les tranches de fromage, c'est les failles possibles liées à chacun des moyens. Et c'est tout simplement pour illustrer que chaque moyen efficace n'est pas infaillible par soi-même. Généralement, si on prend l'exemple, par exemple, à gauche des systèmes décisionnels ou d'un plan de gestion plus précisément, le plan de gestion est génial pour encadrer c'est quoi les activités qui sont permises ou pas permises, puis à prévoir peut-être un certain suivi ou une surveillance du site. Mais par soi-même, ça n'a pas de contraintes légales ou peut-être que dans 5 ans, il va être modifié puis finalement, l'agriculture va être permise, la foresterie ou peu importe. Donc voilà, cette faiblesse-là fait en sorte qu'il y a certaines menaces qui pourraient passer et affecter la conservation de la biodiversité à long terme. Par contre, si on perd le plan de gestion à d'autres outils, par exemple, l'outil de planification régionale comme le PAMAD, le schéma d'aménagement, un dérèglement de zonage qui vient encadrer davantage les activités, et bien là, on vient solidifier un peu plus la gestion du site. Ajoute à ça un processus de suivi, peut-être des lois qui s'appliquent sur le site, des ententes de cogestion, des servitudes, etc. Donc, plus on ajoute de moyens efficaces ensemble, plus on vient essentiellement créer un gros bloc de fromage solide où on vient bloquer les trous, les failles potentielles de chacun de ces moyens efficaces-là. Et c'est de cette façon-là qu'on assure à long terme la conservation de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'on réfère généralement à une combinaison de moyens efficaces plutôt que de juste un moyen efficace singulier lorsqu'on évalue les AMCA. Pour les AMCA, contrairement aux aires protégées, il n'y a pas de liste exhaustive d'activités qui sont permises ou non permises. On va faire plutôt référence à des activités qui sont susceptibles d'être compatibles ou susceptibles d'être incompatibles. Et on utilise ces termes-là parce que c'est très contextuel, ça dépend des valeurs de biodiversité qui sont sur le site qu'on vise à conserver et ça dépend de la gestion du site, évidemment. En général, les activités qui sont compatibles, c'est tout ce qui est récréotourisme, chasse et pêche récréative, interprétation de la nature, des activités d'enseignement et de recherche éducative, contrôle d'espèces exotiques envahissantes, évidemment. Donc, toutes ces activités-là, généralement, ça passe. Les activités qui sont plutôt incompatibles,
c'est tout ce qui est plus commercial, industriel, donc sylviculture et agriculture intensive, des barrages, des oléoducs, des gazoducs, des projets énergétiques en général, des activités minières, etc. Généralement, ça passe pas parce que ça peut vraiment avoir un impact sur la biodiversité du site. Petite note sur l'utilisation durable, je vais y revenir un peu plus loin. C'est très complexe en ce moment, on se penche sur la question. Il y a un potentiel de pouvoir faire de l'utilisation durable sur les AMCE. Pour l'instant, on vous demande de vous référer au document d'information sur le statut d'APUD qui a été publié en mars 2026. On se réfère à ça comme base, mais c'est sûr que ça va se développer au courant des prochains mois, prochaines années, et qu'on va venir clarifier comment est-ce qu'on peut faire de l'utilisation durable au sein d'une AMCE. Pour ce qui est du troisième critère, la zone doit contribuer de manière durable et efficace à la conservation in situ de la biodiversité. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il doit y avoir un lien clair, comme je l'ai mentionné plus tôt, entre la gestion et les résultats qui sont obtenus pour la biodiversité. Donc, les activités ne devraient pas avoir d'impact négatif sur la biodiversité, elles devraient être contrôlées. Évidemment, toute cette gestion-là doit être durable à long terme pour que la biodiversité puisse s'épanouir. Donc, ce qu'on veut dire par long terme, en terre privée, c'est qu'il doit y avoir un minimum 25 ans d'application des mécanismes, des moyens efficaces. Ça n'a pas besoin d'être l'ensemble, ou plutôt chacun des moyens efficaces qui sont applicables pour 25 ans par eux-mêmes, mais il faut que dans son ensemble, dans la combinaison des moyens efficaces, qu'il y ait un minimum de 25 ans qui soit assuré, avec une intention de perpétuité. Donc ça peut être par une déclaration d'intention, des fois à travers les moyens efficaces, c'est déjà couvert. S'il y a une entente qui est une certitude de conservation, évidemment, c'est à perpétuité, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait cette intention-là de maintenir la gestion positive pour la conservation à perpétuité. Pour ce qui est des terres publiques, dans tous les cas, c'est à perpétuité, ce qui complexifie un peu les propositions en terre privée. Je vais avoir une note par rapport à ça aussi un peu plus loin, mais c'est sûr qu'il faut avoir des moyens en place pour assurer cette perpétuité-là. Et finalement, les AMCE doivent aboutir à la conservation de la biodiversité, dans leur ensemble, dans son ensemble, mais doit aussi présenter une valeur au moins importante en matière de biodiversité. Et ça, il y a une liste qui est disponible dans les lignes directrices et dans le formulaire d'identification. Je vous la présente ici. Des exemples, c'est qu'il y a des espèces à statut sur le site, que la zone présente un haut niveau de naturalité, peut-être que c'est une KBA déjà, une zone clé pour la biodiversité. Peut-être que c'est une aire importante pour l'agrégat d'espèces, notamment en période de frais ou de migration. Peut-être que c'est une aire importante pour la connectivité écologique, etc. Donc, aussitôt que vous avez au moins une de ces valeurs-là qui est démontrée sur le site, ça répond du moins à une des parties de ce critère-là. Et finalement, le dernier critère de reconnaissance, c'est que la zone doit soutenir les fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, toute valeur culturelle, spirituelle et socio-économique pertinente localement. Essentiellement, c'est des éléments qui peuvent justifier davantage une reconnaissance AMCE, juste leur importance culturelle, économique ou juste pour les fonctions et services écosystémiques. Par contre, si la zone est gérée de façon à conserver ces valeurs-là ou ces fonctions et services écosystémiques-là, il ne faut pas que le moyen de conservation de ces choses-là ait un impact négatif sur la conservation de la biodiversité. Généralement, ce n'est pas le cas, mais si jamais ça a un impact négatif, ça ne pourrait pas être reconnu comme AMCE. Donc voilà l'ensemble des critères de reconnaissance. Vous voyez en noir, c'est tous les éléments de la définition de l'UICN qui se retrouve à travers ces 4 critères-là. L'ordre est un peu mélangé, mais c'est comme ça que c'est présenté dans les documents de l'UICN. Vous allez voir, comme je l'ai dit, dans le formulaire de proposition, c'est un peu différent, mais ça reprend exactement les mêmes éléments. Vous allez voir, chaque question touche un peu à ces éléments-là en noir. Donc, avec tout ça, c'est quoi la différence entre une aire protégée et une AMCE? L'aire protégée, dans tous les cas, l'objectif primaire ou central à la zone, c'est toujours la conservation de la biodiversité à long terme. Ça, c'est l'objectif central. Et à partir de cet objectif-là, la zone va être délimitée en fonction de ça et les moyens de gestion vont être mis en place, encore là, en fonction de cet objectif-là. Donc, les aires protégées, c'est un statut permanent qui est désigné généralement par la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Des fois, il y a d'autres lois qui s'appliquent dépendamment de la désignation.
mais ça permet d'encadrer clairement c'est quoi les activités. Il y a une liste exhaustive là, des activités qui sont permises ou pas permises au sein de l'aire protégée. Avec la MCE, c'est un site qui assure la conservation de la biodiversité, peu importe c'est quoi son objectif de gestion. Okay? Donc, on parle d'un processus de reconnaissance d'un système de gestion qui est déjà en place, dans une zone qui est déjà délimitée. Et, contrairement à l'aire protégée, il n'y a pas de loi ou de règlements qui sont propres aux AMCE, mais c'est plutôt à travers les moyens efficaces ou une combinaison de moyens efficaces qu'on vient contrôler les activités puis qu'on vient vraiment gérer le site. Et c'est un peu ça qui établit la structure de l'AMCE et qui assure la conservation de la biodiversité. Et c'est vraiment ça qu'on vient reconnaître, c'est les moyens de gestion qui sont efficaces. Dans tous les cas, les AMCE et les aires protégées sont complémentaires et devraient produire des résultats comparables pour la biodiversité. Vrai ou faux? Est-ce que les AMCE sont plus flexibles que les aires protégées? Grosse nuance ici. Généralement, quand nous, on entend dire par les gens que les AMCE sont plus flexibles, la réponse est faux parce que l'interprétation, c'est que les AMCE permettent plus d'activités comme justement la foresterie, l'agriculture au sein d'AMCE, ce qui n'est pas vrai. Là où il y a de la flexibilité, c'est plutôt dans les approches que peuvent prendre les AMCE pour assurer la conservation. Donc, comme je l'ai dit, avec les aires protégées, l'objectif primaire, c'est toujours la conservation et c'est autour de ça que la gestion va s'établir. Donc, c'est le cas aussi avec les AMCE dans certains cas. Des exemples, ça peut être des servitudes de conservation ou des sites où il y a une entente légale à vocation d'assurer la conservation de la biodiversité à long terme. Donc ça, on peut retrouver autant des aires protégées ou des AMCE avec cette approche-là. Où est-ce que c'est intéressant, où est-ce que la flexibilité avec les AMCE, c'est dans les approches de conservation secondaire et dérivée. L'approche de conservation secondaire, c'est un site où la conservation est planifiée, elle est intégrée à la gestion, mais ce n'est pas nécessairement l'objectif primaire central. Des exemples, ce seraient des sites où c'est plutôt le récréotourisme, l'objectif primaire, ou des activités de recherche et d'enseignement, notamment avec les FER, les forêts d'enseignement et de recherche, qui est une désignation, un statut déjà existant. Donc ça, à travers la gestion, même si ce n'est pas l'objectif premier, il va quand même avoir des résultats positifs qui sont générés. Et similairement, avec la conservation dérivée, c'est un site où la conservation n'est pas planifiée explicitement, mais à travers sa gestion, on réussit quand même à générer des résultats positifs pour la biodiversité. Des exemples qui ont été reconnus, c'est des sites patrimoniaux, historiques. On a l'exemple des sites géologiques exceptionnels au Québec qui sont conservés pour leur patrimoine géologique, mais qu'à travers les restrictions qui sont applicables sur le site, il y a quand même une conservation de la biodiversité qui s'applique. Même chose avec des zones militaires ou tout autre espace qui sont interdits d'accès pour des raisons de sécurité, par exemple. À travers ça, il y a des résultats positifs qui sont générés. Donc, c'est vraiment par ces différents types d'approches-là qu'il y a une flexibilité avec les AMCE. Hein. On n'a pas un modèle ou une désignation rigide à suivre. On peut avoir toute combinaison de mécanismes qui peuvent s'appliquer sur une zone. S'ils sont jugés comme étant efficaces, on a une AMCE. Les 3 prochaines diapositives, c'est des petites notes par rapport à des éléments qui reviennent souvent. Le premier étant la restauration. Donc, dans le cadre mondial de la biodiversité économique Montréal, comme je l'ai dit, il y a 23 cibles. La cible 2, vise la restauration, c'est de restaurer 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030. Au sein d'une AMCE, il peut y avoir de la restauration. Si c'est sur une petite partie d'une zone, si on dit, mettons, moins de 25%, généralement, c'est correct. Idéalement, il faudrait que cette restauration-là soit suffisamment avancée pour démontrer déjà des bienfaits pour la biodiversité. Mais si on parle d'une zone entière qui est encore en cours de restauration et qui n'a pas vraiment démontré de résultats encore, ça devrait plutôt être comptabilisé dans la cible 2 plutôt que dans la cible 3. La cible 3, c'est vraiment la conservation, c'est les aires protégées, c'est les AMCE. Donc, on essaie de diviser ou de séparer la restauration et la conservation, ou du moins les cible 3 et cible 2. Et similairement avec l'utilisation durable, qui est la cible 10 du cadre mondial, donc qui vise l'utilisation durable des systèmes de production, les pêches, la foresterie, l'agriculture, tout ça. Même principe. Là encore, je vous l'ai dit, c'est très complexe en ce moment. On se penche sur la question à l'interne par rapport à ça, puis avec nos partenaires. Il peut y avoir de l'utilisation durable au sein d'une AMCE
Encore là, pour le moment, idéalement, il faudrait que ce soit juste un 25% de la zone ou moins. On se penche sur la question sur des zones qui seraient vraiment entièrement dédiées à l'utilisation durable. Mais pour l'instant, idéalement, c'est des zones où c'est de l'utilisation durable qui est visée plutôt pour des activités non extractives ou à faible impact versus des activités qui sont plus de nature commerciale ou industrielle dans l'utilisation durable. Donc encore là, on espère avoir bientôt des clarifications pour vous par rapport à ça. Et finalement, la distinction entre terre privée et terre publique, les AMSA s'appliquent un peu différemment dans les deux cas. Juste une note par rapport aux clés miniers en terre privée, la reconnaissance d'un site à titre d'AMSA est possible malgré la présence de clés miniers. Ça, c'est grâce à la loi sur les mines qui a été modifiée récemment, qui assure un certain droit là, auprès des propriétaires pour bloquer l'exploration. Au niveau de l'utilisation durable, pour le moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas de précision officielle. On peut se baser sur les lignes directrices des APUD qui sont en développement, mais c'est très préliminaire. Un exemple, par contre, qui est intéressant, c'est les servitudes de conservation forestière. Il y a un cas qui a été reconnu, notamment l'annexe David Schwartz, qu'on a une fiche explicative sur notre site web, là, si vous voulez aller plus en détail. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation durable, c'est vraiment à faible impact qui est possible au sein d'une AMCA. Pour ce qui est des terres publiques, vu que c'est des terres publiques, dans tous les cas, si une AMCA est proposée et que le ministère est prêt à aller de l'avant, il va y avoir un processus de consultation interministérielle qui va être prévu, qui va être pris en charge par le MESCCFP, évidemment. Donc, la personne, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, un organisme de conservation, vous voulez proposer un site AMCA en terre publique, vous n'aurez pas à prendre en charge la consultation, mais c'est quand même quelque chose qui va devoir avoir lieu pour retirer les activités qui sont incompatibles, notamment les activités minières puis la foresterie qui pourraient potentiellement avoir lieu. Puis les sites d'intérêt, c'est vraiment seulement ceux qui ont déjà une gestion en place parce que en terre publique, évidemment, il y a un beau potentiel pour des zones qui ont des valeurs importantes pour la biodiversité, mais s'il faut tout mettre en place, rendu là, on est rendu dans un processus de création d'aires protégées. Et ça prendrait énormément de temps, anyway, tout mettre en place en vue d'une reconnaissance AMCA, puis prouver que les moyens efficaces en place le sont réellement efficaces. Donc c'est ça, on cherche vraiment des zones qui sont déjà gérées, qui ont déjà des plans de gestion, des ententes de délégation de gestion, des suivis, etc. Les forêts d'enseignement et de recherche, c'est des cas qu'on évalue en ce moment qui sont très intéressants, qui ont déjà une gestion. Donc ça, c'est des exemples de sites qui pourraient être intéressants en terre publique. Donc, des exemples de sites qui ont déjà été reconnus ou qui seraient d'intérêt là, pour la reconnaissance AMCA. Donc, à droite, j'ai mis des petites images, mais essentiellement, c'est des sites qui ont été reconnus. Les sites géologiques exceptionnels, j'en ai mentionné plus tôt, c'est des sites qui sont conservés pour leur patrimoine géologique et non pour leur conservation, mais qui sont reconnus quand même comme AMCA pour leur efficacité à assurer la conservation de la biodiversité. Même chose avec la servitude de conservation forestière que je viens de nommer. Donc, les servitudes, c'est un mécanisme très solide avec les propriétaires privés. Évidemment, il faut avoir un mécanisme pour assurer que la zone soit conservée, peu importe s'il y a un changement de propriétaire ou quoi que ce soit. Et il y a des initiatives de conservation municipale, dont le corridor de biodiversité de Terrebonne, qui est un exemple très bien. Il y a un plan directeur qui a été érigé, il y a les règlements de zonage, les règlements sur les parcs, etc. Il y a plusieurs mécanismes qui s'appliquent sur ça. Pour le corridor de biodiversité, on a également une fiche disponible sur notre site web qui va en détail, qui explique c'est quoi les moyens de gestion et pourquoi elle a été reconnue comme AMCA. Sinon, d'autres exemples qui peuvent être intéressants, comme je l'ai dit, les forêts universitaires ou communautaires, les forêts d'enseignement et de recherche, les parcs régionaux ou municipaux, dépendamment de la taille, les valeurs de biodiversité, évidemment, tout ça, des sites d'importance culturelle, sociale, etc., comme on l'a vu avec le critère D. Et on peut avoir des zones de conservation d'intérêt autochtone, des milieux humides qui bénéficient de moyens efficaces, par exemple des sources d'eau potable. Donc ça, c'est tous des exemples de sites qui pourraient potentiellement être reconnus comme AMCA, évidemment, dépendamment de comment ils répondent aux critères. Beaucoup de gens se demandent c'est quoi les bénéfices des AMCA, ce qui est légitime. Évidemment, c'est un processus de reconnaissance. Donc, qu'est-ce que ça donne de faire reconnaître un site qui a déjà une gestion qui est déjà efficace à conserver la biodiversité?
Et les bénéfices se regroupent dans deux bateaux, selon moi, dépendamment d'où vous vous retrouvez dans la gestion de votre site. Il y a des sites qui, au moment de la proposition à MCE, répondent déjà tous aux critères. Donc, c'est vraiment, on fait juste valider, OK, parfait, tout est beau, ça répond aux critères, on le reconnaît comme AMCE. Donc, on parle d'identification et de signalement d'une AMCE confirmée. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'être dans la création ou le renforcement d'une AMCE potentielle ou candidate, c'est-à-dire d'une AMCE qui présente une valeur importante de biodiversité. Il y a déjà une gestion, mais ne répond pas tout à fait à l'ensemble des critères. Généralement le point qui frotte, c'est l'aspect de long terme. Donc, il y a des moyens efficaces en place, mais ils ne sont pas assurés pendant minimum 25 ans, par exemple. Donc là, on va parler d'un besoin de création et de renforcement d'une AMCE potentielle. Donc, les bénéfices sont très différents dépendamment de dans quel bateau vous vous retrouvez et dépendamment de vos objectifs, évidemment. Pour le premier bateau, donc l'identification et signalement d'une AMCE qui est déjà efficace, qui a déjà tous les moyens en place, évidemment, le premier, c'est que vous venez faire une contribution officielle au site de conservation nationale et internationale, donc le fameux 30%, ça va être comptabilisé dans cette cible-là officiellement. L'autre élément qui peut survenir, c'est une augmentation du sentiment d'appartenance, non seulement des gestionnaires, mais aussi des utilisateurs du site, si on parle par exemple de récréotourisme. Et ce sentiment d'appartenance-là peut mener à davantage d'efforts de conservation, voire même de restauration, soit à l'intérieur du site, ou même en périphérie du site, ce qui pourrait davantage faire croître le site à la longue et peut-être avoir une plus grosse zone de conservation avec le temps. Évidemment, avec la reconnaissance AMCE, on vient aussi valider et reconnaître l'importance de la zone pour la biodiversité, ce qui peut avoir une valeur en soi. Et ça peut augmenter la visibilité du site et ou de ses gestionnaires, donc de par leur pratique exemplaire, par exemple, qui fait que ça a été reconnu comme AMCE. Et ça peut venir booster, par exemple, les visites du site. Je donne un exemple. Par exemple, la forêt marine du Musée maritime de Charlevoix a été reconnue récemment. Ils en ont fait une annonce, ils ont encadré leur certificat de reconnaissance. Donc, peut-être que ça va attirer des gens à venir visiter et à venir utiliser la trail magnifique de la forêt marine. Donc, ça, c'en est un exemple. Lorsqu'on tombe dans le deuxième bateau, donc la création ou le renforcement d'une AMCE potentielle ou candidate, donc un site qui répond à une partie des critères, mais qui a besoin d'être bonifié un peu à travers certains éléments. Le gros bénéfice ici, c'est que si on est dans cette position-là, c'est que le site a essentiellement été refusé à titre d'AMCE, donc il n'est pas conservé efficacement à long terme. Essentiellement, c'est ça que ça voudrait dire. Donc, en venant renforcer l'AMCE, en venant créer d'autres moyens, etc., bien, on vient changer la gestion pour en assurer la conservation. Donc ça fait vraiment un gain réel pour la conservation de la biodiversité. Donc ça, en soi, c'est un bénéfice qui a une très haute valeur. Puis des exemples de ce qui pourrait être créé, ça pourrait être, évidemment, dépendamment de l'état du site, ça va varier de site en site, mais ça peut être la création d'une institution pour la gestion du site et assurer la conservation. Ça pourrait être l'adoption de politiques, de règlements qui viseraient à contrôler certaines activités, peut-être un plan de gestion, un plan de conservation selon les besoins. Peut-être ce serait des efforts de restauration avec des objectifs de conservation à long terme. Donc, une fois que c'est restauré, par la suite, on veut en assurer la conservation des efforts de restauration qu'on a fait. On ne veut pas restaurer un milieu, évidemment, que le milieu soit saccagé par la suite à nouveau. Donc, on peut mettre en place des moyens efficaces en vue d'une reconnaissance AMCE éventuelle. Donc ça, c'est tous des bénéfices qui peuvent se manifester. Je vous montre... en fait, dernière note. Si on fait des changements au site, évidemment, dépendamment de qui vous êtes, si vous êtes le propriétaire, évidemment, il n'y a pas d'enjeu, mais si vous êtes un gestionnaire ou un organisme de conservation, puis vous proposez ces modifications-là, évidemment, le propriétaire ou la municipalité ou peu importe qui est l'autorité responsable du site doit avoir son consentement pour faire les modifications en vue d'une reconnaissance AMCE. Le consentement en tant que tel, c'est un volet à part entière là, pour la reconnaissance AMCE. Ça, je vais y venir un peu plus tard. Mais dans le contexte d'une création renforcement, il faut être conscient de ça quand même. Donc, je vous montre un exemple à l'international. Pourquoi à l'international? Parce que au Québec, c'est encore très récent les AMCE, donc les bénéfices dont j'ai parlé, je les ai tirés notamment de cet exemple-là, puis d'autres exemples qui ont été présentés par l'UICN à l'international. Vu que c'est récent au Québec, peut-être on va en voir dans les prochaines années des bénéfices qui se manifestent réellement.
Essentiellement, cet exemple-là, c'est une organisation qui s'est fondée pour la gestion d'un site, pour la conservation d'un site en particulier, et ils ont reçu la reconnaissance AMCA en 2021 officiellement. Et depuis ce temps-là, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a eu un sentiment d'appartenance qui a augmenté autour du site, qui a mené à des efforts de restauration autour du site, mais également à l'intérieur. Et la municipalité dans laquelle le site se retrouve utilise cet exemple-là comme exemple clé à reproduire là, dans d'autres milieux au sein de la municipalité. C'est aussi un site qui est utilisé pour la relocalisation d'espèces vulnérables, donc ça pourrait être la même chose pour des espèces réhabilitées, par exemple, au Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place, évidemment en collaboration avec un organisme de conservation. Donc, tout ça pour illustrer quelques bénéfices qui peuvent venir avec la reconnaissance AMCA, donc vraiment une fois que le site est reconnu dans les bases de données. Donc, en résumé, les AMCA, ce sont des sites qui sont gérés de manière à assurer une conservation durable de la biodiversité, et ce, peu importe c'est quoi l'objectif initial, que ce soit la conservation, la recherche, l'enseignement, peu importe c'est quoi. Ce sont des sites qui complémentent évidemment le réseau des aires protégées existantes, mais qui permet de diversifier les approches qui sont considérées comme efficaces pour la conservation. Comme j'ai dit, conservation primaire, secondaire et dérivée, c'est les 3 approches possibles. Et à travers ça, il y a des combinaisons pratiquement infinies qui sont possibles. Évidemment, ça vient reconnaître la contribution de divers acteurs à la conservation en dehors des aires protégées. Donc, c'est vraiment là la valeur des AMCA. Pour la suite, je vous présente le processus de reconnaissance, donc les étapes à suivre pour faire reconnaître un site à titre d'AMCA. Relativement simple, il y a 4 étapes. La première étant l'AMCA potentiel, donc pour se rendre au stade d'AMCA potentiel, essentiellement, on doit faire une évaluation préliminaire. Vous devez faire une évaluation préliminaire de votre côté à voir est-ce que le site semble répondre aux critères. Si vous pensez que oui, vous pouvez remplir le formulaire d'identification. Ça, je vais vous en faire un petit tour guidé sous peu. Donc, une fois que vous nous avez soumis ça, vous avez une AMCA potentielle. Par la suite, ou simultanément, généralement, là, vous devez obtenir aussi le consentement des autorités responsables. Très important, le consentement est obligatoire parce que c'est un processus volontaire. Le processus d'identification d'une AMCA et de signalement d'une AMCA, c'est un processus volontaire, et donc le consentement des autorités responsable du site, que ce soit une municipalité, un propriétaire, une entreprise, peu importe, vous devez avoir le consentement de l'ensemble des autorités responsables sur le site avant de pouvoir faire reconnaître un site. Donc ça, le plus tôt vous le faites, le mieux c'est, parce qu'évidemment, vous ne voulez pas passer à travers l'ensemble du processus, que ça réponde aux critères, puis que le propriétaire finalement dise « Moi, finalement, non, ça ne me tente pas de faire une AMCA ». Donc voilà. Donc, ces 2 formulaires-là sont disponibles sur notre site web. Encore là, je vais vous montrer les deux copies. On va passer à travers ensemble. Mais sur notre site web, dans notre boîte à outils, ils sont disponibles. Donc, une fois que vous avez le consentement et que vous avez soumis votre dossier, tout ça, vous avez une AMCA candidate. Par la suite, nous, de notre côté, on reçoit ça. On en fait une évaluation complète à travers notre fiche d'analyse qui suit la même structure que le formulaire d'identification. Vous allez voir avec critères 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au besoin, on fait appel à notre réseau de spécialistes. Quand c'est des cas plus complexes, généralement, on leur fait appel juste pour s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction. Et au besoin, c'est là qu'on va faire renforcement des AMCA candidates qui ne répondent pas tout à fait aux critères. Donc, quand j'ai parlé de création / renforcement, on serait à peu près à ce niveau-là. On a évalué la proposition, on a identifié des lacunes, et généralement, nous, on fait des recommandations par rapport à qu'est-ce qui devrait être mis en place pour éventuellement répondre aux critères. Donc, généralement, les gestionnaires ou les propriétaires peuvent décider ou pas de suivre ces recommandations-là et éventuellement d'en faire reconnaître leur site. Si le site répond à l'ensemble des critères, nous, on envoie nos recommandations au ministère de l'Environnement, et par la suite, eux font leur décision finale, c'est eux qui décident si le site est reconnu ou pas. Si c'est le cas, ils vont l'inscrire au registre des aires protégées des AMCA du Québec. Ils vont vous livrer le certificat de reconnaissance signé par la ministre. Et par la suite, le site est ajouté aux bases de données canadiennes et internationales aussi pour le calcul du 30%.
Donc, le rôle de Nature Québec dans tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est nous, non seulement on fait l'évaluation, mais on accompagne les porteurs de projets à travers tout ça. Donc, aussitôt que vous avez fait un dépôt, nous, on s'assure que vous avez répondu à toutes les questions, que vous avez tous les documents, on répond à vos questions, on est là pour vous assister tout au long du processus. Par la suite, une fois qu'on a tous les documents, on fait l'analyse, on remplit notre fiche de recommandation, on envoie ça au ministère et par la suite, c'est le ministère qui prend la décision finale, donc soit reconnaître ou pas le site, et qui émet le certificat de reconnaissance et qui inscrit le site au registre. Donc essentiellement, c'est ça le processus de reconnaissance. La durée varie beaucoup, dépendamment de 3 facteurs principalement. Le volume des demandes que nous, on a à un moment donné. Donc si on en a beaucoup, évidemment, ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Ça dépend aussi beaucoup du niveau de complexité du dossier. Si on a un site, par exemple, que c'est une servitude de conservation, donc c'est une entente légale à perpétuité qui assure la conservation de la biodiversité, généralement, ces cas-là, ça va quand même assez vite. Si on a un cas, par exemple, en terre publique qui établirait un précédent, comme j'ai dit, avec l'utilisation durable en ce moment, on évalue avec les forêts d'enseignement une recherche le potentiel, mais on va être sûr de notre coût, donc on sollicite notre réseau de spécialistes, on parle à des collègues, etc. Donc ça prend un peu plus de temps si c'est plus complexe. Et évidemment, le dernier point, c'est la qualité du dossier. Si on reçoit un formulaire de proposition, qu'il y a des questions qui n'ont pas été remplies, ou il manque des documents justificatifs, par exemple, il manque la caractérisation écologique, ou peut-être vous mentionnez une entente dans le formulaire, mais vous n'avez pas soumis l'entente, et bien là, il faut faire les échanges par courriel. Pouvez-vous nous envoyer l'entente? OK, parfait, oui, je vais vérifier avec la municipalité. Là, vous demandez à la municipalité, ça prend 2 mois à avoir un retour, etc. Donc, moins le dossier est complet, plus ça va être long, évidemment, faire acheminer l'ensemble de la demande au ministère. Donc, je vais passer au formulaire, en espérant que ça marche. Oui, fantastique. Donc voilà, donc ça c'est le formulaire d'identification d'AMCE. C'est l'outil de base pour construire votre demande de reconnaissance AMCE. Okay? C'est vraiment à partir de ça que vous allez voir c'est quoi les critères premièrement, qu'est-ce qui est requis comme document, c'est quoi les questions, etc. Donc à partir de ça, vous avez vraiment, c'est vraiment le départ de la demande. Vous avez ici une introduction avec la structure présentée du formulaire. Donc, vous avez la présélection. La présélection, c'est essentiellement, nous, quand on fait notre évaluation, si ça ne répond pas à la présélection, on ne poursuit pas l'analyse. La présélection, c'est tout simple, c'est à savoir, est-ce que c'est déjà une aire protégée? Si c'est non, parfait, on continue. Et c'est quoi les valeurs importantes pour la biodiversité? Critère 2. Donc, s'il n'y a pas de valeur importante pour la biodiversité, ce n'est pas éligible à la reconnaissance AMCE, donc on arrête notre analyse à ce point-là. Pour le consentement, je vais y venir. Et par la suite, vous avez le reste des critères, donc 3, 4, 5, 6. Si vous voyez, j'ai mis ça court pour que ça rentre dans un tableau, mais vous voyez que ça reprend les éléments de la définition, mais également les critères A, B, C, D, là, tels que je les avais présentés au début de la présentation. Donc, le site n'est pas une aire protégée, c'était le critère A. Critère 2, les valeurs importantes pour la biodiversité, ça rentre dans le critère C, donc les résultats positifs pour la biodiversité. Critère 3, zone géographiquement limitée, c'était parti du critère B pour la gestion et la gouvernance. Même chose pour le critère 4, il y a une institution et des mécanismes qui existent pour gérer le site. Et pareillement pour le critère 5, la gouvernance et la gestion efficace qui assure la conservation. Donc ça, c'est les moyens efficaces. Et vous avez le critère 6 pour la conservation à long terme qui rentre dans le critère C, durable à long terme. Vous demandez peut-être le critère D, où ce qu'il est là-dedans. Les fonctions et services écosystémiques, ça rentre dans les valeurs importantes de biodiversité, donc il y a une des options qui fit là-dedans. Et pour les valeurs culturelles, tout ça, ça rentre un peu dans qui gère le site, tout ça. Ça peut rentrer dans les valeurs importantes aussi dans certains cas, mais c'est comme un peu éparpillé à travers les autres critères. Mais ils sont tous définitivement considérés là, dans chacune des propositions. Petite explication pour la structure, donc chaque section représente un critère. Donc, vous allez avoir première section, information générale, c'est tout simplement c'est quoi vos coordonnées, c'est quoi la localisation du site, etc. Après ça, vous allez avoir critère 1, est-ce que le site est une aire protégée? Vous avez les choix de réponse. En dessous de chacun des critères, vous avez des orientations, okay, qui décrit un peu c'est quoi le contexte du critère, c'est quoi son importance, pourquoi est-ce qu'on vous pose ces questions-là. Et on vous donne des orientations sur comment répondre aux questions qui sont inclus dans chacun des critères. Je vais passer des exemples un peu plus loin. Et
au début de chaque orientation, vous avez également des boîtes d'informations avec un gros point d'exclamation. Ça, c'est important à prendre en considération. OK? Chacun des critères, si vous voyez ça, vous allez avoir une section important ou une section note importante, peu importe, dépendamment du critère. Et ça va vous donner un exemple comme, mettons pour la présélection, et bien, pour passer à l'étape de la présélection, le site doit démontrer au moins une valeur importante de biodiversité et celle-ci doit être démontrée. Donc ça vous dit, si votre site ne répond pas à ce critère-là, nous, on ne poursuit pas notre analyse. Fait qu'assurez-vous que votre site répond bel et bien aux critères. Si vous n'êtes pas sûr, évidemment, écrivez-nous, appelez-nous. Ça va nous faire un grand plaisir de vous aider là-dedans. Et vous avez une deuxième sous-section, document justificatif. Donc, qui vous décrit, lorsque vous répondez à cette question-là, vous allez dire les informations. On a besoin des documents justificatifs qui prouvent ou qui démontrent que l'information que vous présentez dans le formulaire est véridique ou démontrée, essentiellement. Donc, vous avez d'autres informations ici dans l'introduction que je vous laisserai lire. Donc, information générale, comme je l'ai dit, vos coordonnées tout simplement pour qu'on puisse vous contacter. Localisation du site proposé, donc c'est quoi le nom du site que vous donnez, est-ce que c'est en terre privée, publique, région administrative, MRC, tout ça. Quel est votre objectif? Donc, est-ce que vous souhaitez faire une analyse, une dépôt officielle ou est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Est-ce que vous voulez un peu d'assistance par rapport à la démarche? Est-ce que vous avez besoin de conseils, etc.? Sinon, autre, puis vous pouvez développer là, en masse à travers la boîte. Par la suite, donc comme je l'ai dit, présélection, critère 1, vous avez votre choix de réponse. Vous pouvez mettre des notes au besoin si vous voulez. Donc, quand c'est optionnel, c'est optionnel. Si ce n'est pas écrit optionnel, c'est obligatoire. Donc, généralement, ça va être justifier votre réponse. Et ici, vous avez les orientations. Donc, important à prendre en note. Vous avez des orientations. Donc, pour vérifier si votre site se retrouve à l'intérieur d'une aire protégée reconnue, vous pouvez consulter la carte interactive, etc. Donc, à travers le document, vous avez exactement cette structure-là pour chacun des critères. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et même pour le consentement. Donc, pour le reste, je vais passer assez rapidement. Critère 2, vous avez, bon, ça c'était déjà coché, mais vous avez les choix de réponse pour les valeurs importantes de biodiversité. Donc, vous cochez celle qui s'applique, vous justifiez votre sélection. Donc, par exemple, il y a espèce à statut il y a occurrence d'espèces à statut au sein du site selon la caractérisation écologique qui a été faite en 2018, par exemple. Puis là, vous allez voir dans les orientations, la note importante que vous devez avoir, ça on l'a eu tantôt, document justificatif, veuillez nous faire parvenir tout rapport ou preuve tangible qui démontre la présence de ces valeurs-là. Okay. Pour le critère 2 en particulier, je passe un peu plus de temps, mais chacune des valeurs, chacun des choix de réponse que vous avez plus haut, vous avez une description là, de qu'est-ce qu'on entend par ça. Donc, n'hésitez pas à lire l'orientation, voir ce que ça veut dire, quelles ressources consulter au besoin, qu'est-ce qu'on aurait besoin comme preuve tangible pour ça. Donc ça, on a quand même 3 pages et demie presque, 2 pages et demie presque. Pour le consentement, je l'ai mentionné, c'est obligatoire pour la proposition. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt vous l'avez, le mieux c'est parce que vous évitez de faire du travail pour rien si jamais le propriétaire ou l'autorité responsable refuse de donner son consentement. Donc encore là, vous avez toutes les informations par rapport à ça. Critère 3, même chose. Critère 4, même chose, etc. Donc ça va jusqu'à la fin du document. Et à la dernière page, vous avez les instructions pour soumettre la proposition. Donc tout simplement nous l'envoyer à l'adresse courriel suivante avec l'objet, la structure suivante pour l'objet du courriel. Et encore un rappel, n'oubliez pas vos pièces jointes, n'oubliez pas vos documents justificatifs. Vous avez la liste ici là, pour un bon refresh. Donc ça, c'est ça pour le formulaire de proposition. Et pour le formulaire de consentement, encore là, je passe rapidement. Comme j'ai dit, c'est obligatoire. Vous devez le faire signer par toutes les autorités responsables du site. On a mis, je crois, une définition de ce qu'on veut dire par autorité responsable. Donc, c'est tout individu, propriétaire, institution, communauté autochtone, groupe communautaire, etc., qui est reconnu comme ayant une partie ou la totalité du pouvoir et de la responsabilité des prises de décision et de gestion d'une zone. Ça dépend de chaque site. Donc, avec cette définition-là, je pense que vous allez être capable d'identifier c'est qui les autorités responsables. Et vous avez les informations de ce à quoi ça engage la reconnaissance AMCA. Donc, avec le consentement, vous comprenez que vos coordonnées et les informations relatives au site, donc
le formulaire d'identification, mais aussi tous les documents justificatifs vont être communiqués évidemment à nous, à Nature Québec, mais aussi au regroupement des organismes de conservation du Québec et au MSSFP à des fins d'inscription à leurs registres respectifs. Donc, pour le ROC, c'est le répertoire des milieux de conservation volontaire. Et pour le MSSFP, évidemment, c'est le registre des aires protégées des AMSA. Ça passe automatiquement par là. Les données sont conservées à perpétuité par le ROC et le MSSFP tout simplement parce qu'ils sont inscrits à leur répertoire et registre respectivement. De notre côté, à Nature Québec, on garde les données pendant un maximum 7 ans. Les informations qui sont rendues publiques incluent minimalement les limites spatiales, donc la limite géographique du site, le nom du site et la date de reconnaissance. Et si jamais vous ne respectez plus, ou plutôt que le site ne répond plus aux critères éventuellement du site, la reconnaissance AMSA pourrait se voir retirée par le MSSFP. Et avec la reconnaissance, vous vous engagez à, essentiellement la phrase ici, c'est de maintenir les modes de gestion qui répondent aux critères AMCA. Donc, c'est de s'assurer que le site répond toujours aux critères. Et qu'il va y avoir une auto-évaluation qui va se faire aux 5 ans. On n'a pas encore les détails par rapport à ça, mais ça devrait être un formulaire assez simple à remplir aux 5 ans pour s'assurer justement que le site continue de répondre aux critères à travers le temps. Par la suite, vous remplissez les informations ici, vous mettez votre nom, et ici, vous avez l'option de cocher, le cas échéant, si votre site, nous, lors de notre évaluation, on évalue qu'il pourrait être éligible à une reconnaissance d'aire protégée, par exemple à titre d'MNCV, vous avez l'option de cocher ça. Donc, si nous, de notre côté, on recommande une aire protégée, ben, ça deviendrait une aire protégée plutôt qu'une AMCA. Si ça ne répond pas à une aire protégée, évidemment, ça va juste être une AMCA. Si vous cochez l'option AMCA seulement, c'est que peu importe c'est éligible à quoi, même si ça pouvait devenir une aire protégée, ça va être reconnu comme AMCA quand même. Par la suite, vous avez l'option de faire une signature digitale, sinon vous pouvez l'imprimer, le scanner, peu importe, mettre la date, et encore là, vous soumettez le tout avec le reste de votre dossier à notre adresse courriel. Donc, voilà, ça fait le tour pour le processus de reconnaissance. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je termine avec quelques diapos sur des ressources supplémentaires. Donc, si jamais vous correspondez à une des 3 options ici, par exemple, si vous collaborez ou vous êtes une communauté ou une organisation des Premières Nations du Québec, vous pouvez faire appel à l'IDDPNQL pour vous aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à les contacter ici à l'adresse courriel. Même chose avec le ROC. Donc, si jamais votre site se retrouve déjà sur le répertoire des sites de conservation volontaire du ROC, eux, ils sont normalement chargés de faire l'acheminement de votre site, soit à titre d'aire protégée ou d'AMCA, selon le site. Donc, n'hésitez pas à leur écrire pour demander une mise à jour de l'acheminement de votre dossier. Et similairement avec la CMM, eux, ils ont le répertoire des initiatives municipales de conservation. Normalement, un site qui se retrouve sur la CMM devrait s'acheminer automatiquement à titre d'AMCA, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez leur écrire directement. On a plusieurs outils et documentations qui sont disponibles sur notre site web. J'ai mentionné notamment les fiches d'exemples d'AMCA qui ont été reconnues. Vous avez le corridor de biodiversité ici. Donc c'est ça, vous avez le corridor de biodiversité ici. Vous avez un schéma décisionnel AMCA aussi qui a été élaboré en collaboration avec Eco-Corridor Laurentien. Ça peut vous permettre d'évaluer préliminairement si le site semble répondre aux critères d'une AMCA. Donc, juste pour voir c'est quoi le potentiel, si ça vaut la peine de remplir le formulaire, tout ça. Et on a plusieurs autres ressources, c'est tout disponible dans notre boîte à outils. Donc, si vous allez sur notre site web naturequebec.org/AMCA, en bas presque complètement, vous allez voir ce bloc jaune-là. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur un Google Drive avec toutes sortes de ressources disponibles, notamment le formulaire d'identification et de consentement au besoin si vous voulez aller le chercher là. Sinon, il est disponible sur notre page principale aussi. Donc, n'hésitez pas à consulter les ressources. On va en mettre à jour régulièrement. On va avoir d'autres fiches d'exemples AMCA qui s'en viennent aussi d'ici la fin de l'année. On espère d'ici la fin de l'année. On attend des confirmations de la reconnaissance, tout ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous avez notre site web ici. Vous avez notre adresse courriel que vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos démarches. On est vraiment là pour ça. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup pour vos écoutes. À la prochaine.